Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Les vraies voix du mondial, ils sont restés avec nous parce qu'ils sont fans de foot, Philippe Bilger et Françoise Degois. Parce que maintenant, Elisabeth Lévy a été convertie. Depuis la semaine dernière, elle entraîne une équipe de jeunes. Pas trop. Et là, elle est partie faire mettre les crampons, les protèges tibia pour les entraîner. Et il nous a rejoint Frédéric Jouve. Bonsoir. Qui est également un grand fan de sport, mais pas que, pas que de foot. Spécialiste, puisque lui. vous avez été président de Antibes Basket, les Sharks. Absolument. Non, c'est pas possible. Eh oui. Vous aimez tous les ballons. Oui. Eh oui. Rond, ovale, vous aimez Voilà, tous les ballons. je connais le rebond. Et avec nous pour toute la soirée jusqu'à 19h30, Richard Coudray, co-auteur d'un excellent livre qui rappelle une Coupe du Monde grandiose, Espagne 82, la Coupe d'un monde nouveau, publié chez Solar. Alors il est journaliste pour Chronique Bleue, les Cahiers du football et son blog a un nom que j'adore, le Foutichiste. Ah, génial. Bonsoir Richard Coudray. Bonsoir. Rassurez-nous, le foutichiste, c'est pas les fétichistes du pied. Non, c'est excellent, le foutichiste. C'est vraiment bien. Ça pourrait se traduire comme ça, mais enfin, c'est plus les fétichistes des footballeurs. On va dire. Est-ce que je peux donner un résultat? Oui, allez-y. 0-0. Et c'est les tirs au but. 0-0, prolongation entre le Maroc et l'Espagne, et on se dirige lentement mais sûrement vers la séance de tirs au but. Bon bah écoutez, on vous tiendra au courant de l'évolution des tirs au but. Une chose qui est pas particulièrement sympathique, et c'est pas Richard Coudray qui me dira le contraire, avec son livre Espagne 82, les cahiers de la Coupe d'un monde nouveau, puisque la première séance de tir au but de l'histoire de la Coupe du Monde, c'était lors d'un certain France RF1 en 1982. Vous en gardez pas un souvenir impérissable de cette Nous non séance plus, de tir au d'ailleurs, but, c'est un Richard traumatisme Coudray. national. Hein. Oui, bah, c'est clair. Oui, je pense que tous les Français redoutent les tirs au but depuis cette soirée de Séville, oui, puisqu'elle ne nous avait pas vraiment souri. Oui, c'est clair que ça. Et pourtant, on avait mené On l'a pas vraiment oublié non plus, d'ailleurs. Non, à ce propos, pardon Richard, je vous demande les amis, c'est incroyable, pourtant moi je suis bien plus loin que vous du football, mais c'est incroyable comment cet épisode est resté un traumatisme national. C'est complètement... Comment est-ce qu'on explique ça? Parce qu'il y avait un espoir qui s'était levé. Comment c'est possible que 40 ans après, Séville 82 cauchemar? Une double injustice fondamentale qui reste dans la mémoire. entre Baptiston, etc. Et Schumacher. Beaucoup, ça. Vous êtes d'accord? On va faire une oui, petite c'est digression. important, Vous Richard, êtes d'accord avec ça, Richard Coudray? Oui, bah, ça a été c'était un traumatisme. Enfin, c'est un match où on est passé vraiment par toutes les émotions, et notamment au bout des prolongations, on avait un peu la certitude de gagner. Quand on mène 3-1. On mène 3-1 et puis on a trouvé franchement injuste que les Allemands nous rattrapent. Et voilà. Et je pense que 4 ans plus tard, on retrouve ces mêmes Allemands dans les hauteurs de Mexico, enfin à Guadalajara, et on perd à nouveau. Et je pense que ça a accentué ce traumatisme face à l'Allemagne, un peu un complexe vis-à-vis du football allemand. Oui, puis il y avait cette équipe de France qui était une équipe de chevaliers, quoi. Je me souviens de cette reprise de volée de Marius Trésor, défenseur axial en plein dans la surface, en train de se ruer vers les buts. Le but de Giresse, le but de Giresse, le choc évidemment, Schumacher, Baptiston avec Bossis et Platini qui accompagnent sur la civière Baptiston. On avait une fiction, dramaturgie, je suis d'accord avec toi. Qu'on peut pas oublier en fait. C'est vrai, vous avez raison. Oui, il me semble qu'on n'est pas dans le cadre normal d'une défaite que la France aurait acceptée si elle avait été battue à la régulière, mais c'est un scandale lié à une double injustice. J'y crois pas. Voilà. Pour une dernière question sur France RFA 82. Quelque part, quand on perd au tir au but contre l'Italie en 2006, c'est une finale, c'est pas une demi-finale. Mais on se dit, bon, c'est la pièce de monnaie, les tirs au but, c'est les Italiens qui ont chopé le bon côté, tant mieux. Parce qu'il n'y avait pas, aucun joueur français ne s'était fait, mais démonté par un joueur allemand, Baptiston Schumacher, on s'en rappelle. Est-ce que quelque part, c'est pour ça qu'on le supporte encore moins, comme le dit Philippe Bilger, à cause de l'injustice? En 2006, il y a eu un autre événement qui nous a marqué, c'était le coup de boule de Zidane. Voilà, donc, mais là, c'était notre faute. Hein. C'est plus chez nous, on m'en voulait plus. Lui a dit une insulte.
Oui, enfin, on va pas en faire. Ça justifie pas le coup de boule tout de même. Hein. Materazzi, d'ailleurs, voilà. Qui habitait dans mon quartier à Rome, que j'ai croisé, et Materazzi qui a toujours été extrêmement amer de la façon dont la presse italienne l'a traité, dont les Italiens l'ont traité. C'est un mal-aimé, Materazzi, en Italie, et il a fait il y a quelques semaines ou il y a quelques mois une déclaration en disant, avec tout ce que j'ai fait pour que l'Italie gagne en 2006, j'ai pas été payé de retour. C'est un personnage très obscur et assez brutal. Allez, on va passer à notre premier débat. Bon, on va parler notamment de la génération de 82, mais pas que. C'est une première dans l'histoire de l'équipe de France. Les Bleus ont atteint pour la 3e Coupe du Monde consécutive au moins les quarts de finale. Brésil 2014, quart de finale défaite contre l'Allemagne, on y revient toujours, 1-0. 2018, victoire contre la Croatie en finale. Ça fait du bien de s'en souvenir. Et là, on espère que ça ira plus loin que les quarts de finale, mais quart de finale garanti contre l'Angleterre samedi à partir de 16h sur Sud Radio. Oui, pour les gens qui nous écoutent, breaking news, fin du temps de la prolongation, tir au but, Maroc-Espagne. Tir au but, on va vous tenir au courant du résultat. Et donc, c'est la question qu'on se pose, parce que la génération Copa n'a pas réussi 3 quarts de finale consécutivement, la génération Platini non plus, la génération Zidane non plus. Est-ce que la génération Griezmann est la plus grande génération de l'histoire des Bleus? Et pour le moment, vous ne le pensez pas franchement sur sur Twitter, puisque vous êtes 70% à dire non. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard Coudray? Est-ce que cette génération Griezmann, si on regarde les résultats, et a fortiori si elle va encore plus loin, c'est la plus grande génération de l'histoire du football français? Sur le plan des résultats, oui, c'est clair. Enfin là, oui, on peut pas contester leur 3e quart de finale consécutif. Voilà. Enfin, après, pour comparer par rapport aux précédentes, alors la génération Zidane, alors il y a eu le plantage en 2002, qui a marqué un coup d'arrêt. Autrement, ils auraient atteint également les trois quarts de finale probablement s'il y avait été, forcément. La génération Platini, oui, c'est un peu plus compliqué puisque la génération Platini venait de très bas. Oui. Elle a progressé en 78, puis ensuite a atteint les sommets, les sommets, on va dire en 82 et 86. Le contexte n'est pas le même pour chaque équipe. Je pense que voilà, la génération Platini venait d'en bas, la génération Zidane, se relevait du traumatisme de France-Bulgarie 93. Celle de 2018, on peut dire qu'elle revenait de Naïsna aussi, du traumatisme de Naïsna, mais elle était peut-être plus armée, quoi. C'est plus naturel pour elle d'aller très loin en Coupe du Monde, selon moi. Alors, restez avec nous, Richard Coudray. On a un auditeur qui est au Qatar. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes où là exactement à l'heure où vous nous parlez? Alors je suis au Qatar, je suis à Lusail, au nord de Doha. Oui. Comme on a eu une semaine de repos, on va dire, entre deux matchs, on fait un peu plage, etc. Vous êtes là-bas depuis le début de la Coupe du Monde? Depuis, oui, ça fait donc plus de 2 semaines maintenant, oui. Vous avez vu tous les matchs des Bleus? J'ai vu tous les matchs des Bleus, plus d'autres matchs, oui. Qu'est-ce que vous avez vu comme match qui vous a marqué? Le match, sans parler des matchs des Bleus, il y a un match qui m'a beaucoup marqué, c'était Iran-Pays de Galles. L'Iran a battu le Pays de Galles, oui. C'est ça, pour l'ambiance au stade, et puis il marque deux buts à la 98e et puis à la 101e. Bon, c'était... Au niveau ambiance, je crois que c'est le top que j'ai vu. Et là, racontez-nous un petit peu, parce que vous avez de la chance d'être une semaine en vacances à la plage, ça nous fait un peu rêver, mais comment ça se passe là où vous êtes? Est-ce que c'est une ambiance de Coupe du Monde? Est-ce que vous rencontrez beaucoup de visiteurs, de supporters étrangers? Est-ce qu'il y a de la musique? Comment ça se vit? Oui, parce que là où je loge, c'est un village de supporters. Donc effectivement, on rencontre beaucoup de supporters d'autres pays. Alors, il vous parle de qui? De Kylian, évidemment. Il parle un peu de tout, effectivement, oui. Mbappé les a beaucoup marqués, c'est évident, oui. Philippe Bilger, une question à Christophe? À Didier, pardon. Je voulais vous demander, mais la question vient de vous être d'une certaine manière déjà posée. Vous trouvez que l'ambiance, c'est votre première Coupe du Monde ou vous avez assisté à d'autres Coupes du Monde?
Oh non, c'est ma 8e Coupe du Monde. Et donc, quelle a été celle qui vous a le plus enthousiasmé sur le plan de l'ambiance ? Sur le plan de l'ambiance, c'était l'Allemagne en 2006. Ah oui, juste une question. On parlait beaucoup du Brésil, alors que vraiment le vrai pays du football, c'est l'Allemagne. Parce qu'au Brésil, ils s'intéressaient qu'à leur sélection nationale. Vraiment, l'Allemagne, c'était ambiance football partout. Voilà. Françoise de Gois. Est-ce que il est vrai, parce que quand on regarde les matchs, la plupart des gens nous disent qu'il y a quand même des gradins qui sont un peu vides, ce qui est assez rare pour une Coupe du Monde. Est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que c'est une vue de notre esprit? Et est-ce que vous retrouvez, sans vouloir copier, parce que chaque pays de toute façon a ses rituels, est-ce que vous retrouvez l'ambiance classique de Coupe du Monde qu'on avait même ressenti à Moscou, par exemple, en 2018? Est-ce que vous sentez ça, ou bien est-ce que vous sentez quelque chose qui est un peu forcé dans un pays où le football n'est pas un sport naturel forcément? Avec les locaux, c'est évident que c'est pas naturel. Les contacts sont très limités avec les locaux. De toute manière, ils sont déjà très peu nombreux. Mais par contre, avec tous les supporters des autres équipes, au contraire, parce que comme tout le monde loge au même endroit, on a vraiment une grosse ambiance Coupe du Monde. Ah, d'accord. Didier, vous devez nous laisser, on doit faire une pause dans quelques secondes, grosses secondes. C'était notre premier débat ce soir. Est-ce que pour vous, comment on en parle entre supporters? Est-ce que la génération Griezmann, c'est la plus grande génération de l'histoire du foot français? Vous qui avez fait 8 Coupes du Monde, ce qui fait quand même beaucoup. Oui. La plus grande génération, je sais pas. À chaque fois, ce sont des choses différentes. Évidemment, il y a eu les années 80, oui, les années avec de très grands joueurs et un très beau football. C'est certainement le plus beau football pratiqué. Il y a eu la génération qu'après 98. Oui, ça a été Zidane et l'efficacité. Et là, il y a une génération qui est, je dirais, qui est née du barrage contre l'Ukraine en 2014, qui est à l'image du sélectionneur Deschamps. Didier Deschamps. Voilà, exactement. Qui ne lâche rien. Finalement, quand elle est en compétition, elle lâche rien. C'est des gagnants. Voilà. Merci beaucoup, on vous laisse, puisque vous êtes très loin. Didier, ça a commencé, pour le moment, c'est le Maroc qui mène au tir au but. 2-0, avec 2 tirs réussis par le Maroc et Sarabia qui a tapé le poteau. Voilà, donc 2-0 pour le Maroc. On se retrouve tout de suite avec Richard Coudray, co-auteur du livre Espagne 82, la Coupe d'un monde nouveau. Pour ce débat, est-ce que pour vous, la génération Griezmann est la plus grande génération du foot français? Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David. Eh bien écoutez, on va vous annoncer un résultat, puisque la série des tirs au but entre le Maroc et l'Espagne vient de se terminer, et un ex-champion du monde, l'Espagne, champion du monde 2010, vient de passer à la trappe au tir au but. Incroyable. Contre le Maroc. Et bravo le Maroc. Hein. Bravo le Maroc. Alors, je l'avais dit en direct. Oui, j'ai dit un petit billet. Moi, j'ai mis un petit billet sur le Maroc. J'avais dit Maroc, passer contre l'Espagne, contre toute attente, mais en tout cas, bravo à ces Marocains. Contre toute attente, juste, le Maroc a fait quand même un match extraordinaire de façon offensive. Et on a bien vu que l'Aurora, elle patauge dans la semoule. On a notre invité Richard Coudray, co-auteur du livre Espagne 82, la Coupe d'un monde nouveau, publié chez Solar, journaliste pour Chronique Bleue, les cahiers du football, son blog Le Foutichiste. C'est une surprise pour vous, l'élimination de l'Espagne? Oui, bien sûr. Oui, puisque je pense qu'on attendait surtout plus l'Espagne que le Maroc. C'est une très grosse surprise, oui. C'est un exploit, disons-le. Un exploit, oui. Et moi, j'avais peur parce que quand on a vu hier le Japon qui allait au tir au but, j'étais persuadé que le Japon gagnerait, mais sur le manque d'expérience, je me suis dit, le Japon va au tir au but, ils vont perdre. Et j'avais un peu la même angoisse pour le Maroc. Et en réalité, le gardien de but est excellent, il est en état de grâce. Voilà, c'est merveilleux. Est-ce que je pourrais poser une question? Oui, pour revenir sur l'équipe de France. Voilà, et pour revenir à la question sur les générations, oui. Est-ce que quand
quand on parle des générations, comment vous dire, est-ce que vous comprenez le point de vue que j'ai, étant donné que je suis le plus âgé de ce groupe, que au fond, il est très difficile de parler d'une génération telle que Sud Radio a formulé l'interrogation, dans la mesure où chacun d'entre nous serait prêt à composer une équipe idéale avec des joueurs sortis de chacune de ces générations. Je prends l'exemple, par exemple, du gardien de but. Il est évident que Barthez est le meilleur des trois. Est-ce que vous comprenez ce désir de recomposition de l'équipe idéale à partir des trois générations? Richard Coudray. Oui, alors, c'est un jeu qu'on apprécie beaucoup à faire en foot, c'est de reconstituer des équipes à partir de joueurs de différentes générations. Après, oui, le choix est souvent difficile, mais ça reste une discussion éternelle, quoi. Enfin, je pense que notamment si on devait choisir un milieu de terrain à partir des trois générations, on s'arracherait les cheveux, parce que. En ce qui me concerne, je serais même remonté à Copa, carrément. Oui, pourquoi pas, oui. Un milieu de terrain, Copa, Platini, Griezmann, Zidane, oui, pourquoi pas. On peut essayer. Ça manque un peu de récupérateur, quand même, à mon avis. Allez, N'Golo. Ouais, mais est-ce qu'on remplacerait aujourd'hui juste Fontaine, qui a quand même le record des buts en Coupe du Monde avec 13 buts? Est-ce qu'on le remplacerait par un Kylian Mbappé aujourd'hui? Je suis pas sûr. Et d'ailleurs, en 58, voilà, oui. En 58, la France encaisse le plus grand nombre de buts encaissés en match. On encaisse 5 buts face au Brésil, puisqu'on perd 5-2, alors que en 58, juste Fontaine est recordman avec 13 buts. Donc, et on gagne la petite finale 6-3. 9 buts, ça fait quand même. Est-ce que je peux vous poser une question à vous, amateur éclairé, moi qui ne suis qu'une petite amateur de football? Mais non. Je me demande, par rapport à votre science, je suis très loin. Je me posais juste une question. Est-ce que, au fond, on confond pas équipe idéale et légende? Je pense à quelqu'un comme Hugo Lloris, par exemple, ou même à Olivier Giroud, qui sont des gens qui détiennent désormais tous les records. Hugo Lloris en sélection et Giroud en nombre de buts. Et au fond, on continue à rêver d'autres gens parce que il y a une différence probablement entre être un extraordinaire joueur et avoir un extraordinaire compteur et être une extraordinaire incarnation. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que au fond, il n'y a pas un problème presque de tiédeur de personnalité dans cette équipe de France qui gagne depuis 2018, là où nous avions des tempéraments en 98, là où nous avions des tempéraments, n'en parlons pas, avec Platoche, et au fond, est-ce que c'est pas ça qui reste? C'est la question de la différence entre un immense joueur et quelqu'un qui est une légende pour cause de tempérament. J'ai toujours trouvé que l'équipe de France manquait un peu de tempérament, était extrêmement lisse. Il joue magnifiquement bien, même Kylian Mbappé, qui est un génie qui sort de sa boîte. Je le mets à part parce que c'est un cas tout à fait à part. Il y a quelque chose de cet ordre-là ou pas, selon vous? Richard Coudray. Oui, très bonne question. Des attaquants avec un tempérament de feu, on en a eu, notamment Papin et Cantona, mais qui malheureusement ne font pas partie qui n'ont jamais disputé une Coupe du Monde ensemble. Il restera toujours les deux coups de boule, le coup de boule en 2006, mais il restera toujours les deux coups de tête de Zizou et le bisou de Laurent Blanc sur le front de Barthez. Le crâne. Et je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose d'équivalent dans cette équipe de France moderne. Je me trompe peut-être. Oh alors là, oui, c'est très difficile. Il faut savoir comment vit l'intérieur de groupe, mais souvent les légendes se construisent à partir des victoires. Là, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé. Si on en a déjà une, et il n'y a pas de joueur légendaire vraiment dans cette équipe de France. Oui, peut-être, oui. Pour revenir à votre livre sur 82, est-ce qu'au fond, la grande faiblesse de l'équipe de France en 82, ça n'était pas le fait qu'on n'avait pas un grand gardien? Oui, ça a dû contribuer. Ça a contribué. On n'avait pas un gardien vraiment très bon. On n'avait pas non plus d'attaquant très très déterminant. On n'avait pas un bomber devant qui mettait des buts à chaque occasion. On n'avait pas un Rummenigge comme les Allemands, par exemple, ou un Exactement, oui. Ou un Paolo Rossi,
Voilà, et ce qui est étonnant, enfin les deux équipes les plus séduisantes de ce mondial 82, c'était donc la France et le Brésil, qui avaient exactement les mêmes qualités et les mêmes défauts, c'est-à-dire un milieu de terrain phénoménal, mais un gardien très moyen et un attaquant, un avant-centre également très moyen. Ah bah ils avaient Serginho, le Brésilien, c'était même catastrophique. Hein. Puisqu'on parle d'équipe de légende, vous parlez de France 82, moi je retiens plutôt France 84, hein, parce que pour c'est le titre. Voilà, on gagne 1 euro, et effectivement la génération de France 84, on n'a pas de gros attaquants, hein. On est sur du Bruno Bellone, du Rocheteau, du Didier Six, du Bernard Lacombe, du Daniel Bravo, tout ça est faible. On a en 84, on a le carré magique, voilà, on a Alain Giresse, Luis Fernandez, Bernard Gingini et Michel Platini, voilà. Et après on a la génération des légendes, la génération 1 et 2 et 3-0. C'est dingue. Ça c'est la légende. Pour battre ça, il va falloir d'abord. On est d'accord, Fred. J'avais peur d'être un peu passéiste. Non, la génération 2022, elle est en train de se construire parce qu'on tient une équipe qui ressemble à cette équipe de 98. Elle y ressemble, mais pour l'instant, on n'est qu'en quart de finale contre l'Angleterre. Donc elle est en comment construction. Vous expliquez qu'en 2018, je continue sur ma question, qu'en 2018, cette équipe de France, qui est dans la continuité, qui décroche une deuxième médaille, c'est extraordinaire. Eh bien, pourquoi elle n'arrive pas à accéder à ce statut-là de E1 et 2 et 3 Je comprends pas. C'est lié aux personnalités, vous pensez? Un peu tiède, un peu fadasse. Mais je les trouve pas tièdes ni fadasse, cette génération 2022. Ah bon? Je trouve que Richard se met à parler, à faire rire lors des conférences de presse. Richard Coudray, est-ce que finalement cette équipe 2018-2022, c'est pas une équipe qui est avant tout un collectif avec, on va dire, 3 grands joueurs, à mon avis 4 avec le gardien, Lloris, Varane, historique, Griezmann, Mbappé. Quelque part, cette équipe, elle est incarnée par 4 joueurs, alors que celle de 98, c'était avant tout Zidane. Celle de 82, c'était avant tout c'est Lizarazu. Franchement, vous... Non, c'est pas Lizarazu. Non, c'est parce que je veux dire... mais 90... Pardon, mais 98, c'est quand même... c'est Mémé Jacquet, c'est le collectif. C'est Deschamps, c'est Laurent Blanc, c'est Zidane, c'est De Sailly, c'est Barthez, c'est Lisa. C'est Lisa. Richard Coudray, votre avis? Oui, je rejoins un peu. Enfin, je pense que chaque équipe, a ses leaders et puis ses joueurs un peu moins connus, on va dire un peu ses porteurs d'eau. Ils ont surtout également un superbe entraîneur, chacune de ces équipes. Voilà, c'est un tout. Hein, clairement, oui, c'est très difficile c'est très difficile de sortir enfin, il y a toujours une ou deux personnalités qui se dégagent, mais en fait, faut vraiment raisonner en équipe. Hein. On gagne pas un match tout seul. Verdict sur Twitter de ce premier débat. La génération Griezmann est-elle la plus grande génération de l'histoire des Bleus? Eh bien, vous dites non à 73%. C'est marrant. Il y en a quand même 27 qui disent oui. Je peux vous prendre un pari. Si dans 15 jours on a gagné, je pense et qu'on fait le sondage, je peux vous dire que ce sera 73, mais dans l'autre sens. Je suis pas sûr du tout. Écoutez, on parie quoi, ma chère? Je sais pas, 50 balles. Mais est-ce que vous n'avez pas parié sur le Maroc et vous avez eu tort? Il faut voir la joie des Marocains. La fête, bien sûr. Restez avec nous, Richard Coudray. Dans quelques instants, notre second débat. Le Brésil vous impressionne-t-il? Et c'est très serré, c'est 48 de oui et 52 de non. Restez bien avec nous, les vraies voix du mondial sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix du mondial, 18h30, 19h30, Philippe David, Cécile de Minibus. Retour des vraies voix du mondial avec Frédéric Joux, Philippe Bilger, Françoise Degois, notre spécialiste du jour, Richard Coudray, co-auteur du livre Espagne 82, La Coupe d'un monde nouveau, publié chez Solar. Il est journaliste pour Chronique Bleue, Les Cahiers du football, son blog, Le Foutichiste. Notre deuxième débat. Le Brésil vous impressionne-t-il? Hier soir, le Brésil a battu la Corée du Sud 4-1 avec des buts absolument magnifiques. Pour le moment, vous êtes 53% à ne pas être impressionné par le Brésil, donc 47% impressionné. C'est quand même très serré. Richard Coudray, hier soir, tiens, on va écouter le but de Richard Lisson par le commentateur brésilien. Écoutez ça, Richard Coudray. Écoutez ça, les vraies voix. C'est de la poésie. Ele domina para a seleção brasileira. Ameaçou o lançamento. Lançou para Marquinhos. Subiu o zagueiro. Vem para tirar. Falta de cabeça. Richard Lisson tenta ganhar o lance. Ganha na primeira. Ganha na segunda. Toca de cabeça. Vem para ganhar para a seleção brasileira. Abriu para Marquinhos. Girou. Boa bola para Richard Lisson. Vai fazer o gol. Bateu! Lindo, 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 lindo. Espetáculo! Bon, message
message, si vous voulez, que les commentateurs de Sud Radio, je pense à Benjamin Glaise et Rémi Dos Santos fassent ça. Il faut mettre des bouteilles d'oxygène dans le studio de Sud Radio. Ce but est extraordinaire. C'est-à-dire, même sur la PlayStation, vous n'avez pas un but pareil, quoi. C'est les trois jongles de la tête et puis les deux passeurs qui font cette combinaison qui est digne du décolle de football. C'est quand même deux défenseurs centraux. C'est Thiago Silva et Marquinhos à l'intérieur de la surface qui font cette combinaison en triangle pour que Richarlison aille fusiller ce gardien. C'est probablement le plus beau but de la Coupe du Monde et l'autre, c'est l'autre but de Richarlison avec cette reprise. Voilà, j'ai du mal à comprendre le score des 53%, impressionné par cette équipe, parce que cette équipe, elle est réellement impressionnante. On va demander son avis à Richard Coudray. Hier, Vicente Lizarazu, c'était plus facile à comprendre, c'était du français, a dit football, samba. Dans votre livre, vous parlez de la Coupe du Monde 82. Jogo bonito. Est-ce que c'est pas quelque part, moi, les deux buts de Paqueta et de Richarlison, ça m'a rappelé Zico, Socrates, Falcao, Toninho, Cerezo en 82. Est-ce que c'est le retour du football samba, Richard Coudray? On peut le souhaiter, on peut l'espérer, oui, pourquoi pas, ouais, c'est, je suis d'accord avec ça. Alors, il reste à confirmer. Est-ce qu'ils vont poursuivre sur cette lancée, à vouloir jouer vraiment pour produire ce style de football, ou au contraire être un peu plus prudent dans les matchs à suivre? Richard Coudray, est-ce que vous comprenez ma légère réserve sur le Brésil d'hier soir, dans la mesure où l'opposition était vaillante, mais n'a pas créé véritablement un grand danger pour l'équipe de Brésil, et donc ils sont sentis à l'aise dans leur allégresse de jeu, quoi. Est-ce que l'opposition n'était pas très faible finalement avec la Corée? Oui, ça passe toujours la question qu'on peut poser, quoi. À partir du moment où une équipe domine l'autre, on se demande toujours si l'autre est finalement pas faible. Mais pour rendre le match facile, oui, il faut d'abord être très fort soi-même, selon moi. Moi, je trouve ça assez injuste presque de poser cette question. J'entendais des gens qui faisaient la fine bouche hier dans les commentaires aussi. Pour quelqu'un comme moi, je le redis, qui ne suis pas spécialiste, ce que j'ai vu hier est somptueux. C'est-à-dire que si vous aimez le football, vous l'aimez pour ça. Si vous aimez le rugby, vous l'aimez quand les All Blacks à leur maximum jouent, pour la beauté de ce jeu, pour la force de ce jeu, pour la joie qui se dégage. Depuis combien d'années nous n'avons pas vu le Brésil comme ça? Parce qu'on ne suit pas la Copa América, on ne suit pas tout ça. Depuis combien d'années nous n'avons pas vu cette équipe du Brésil jouer de cette manière-là, avec une telle fluidité? On a le sentiment qu'ils ont, pour moi, hier, ils inventaient le football. Et c'est vrai que les commentaires de Philippe sont très justes, mais ayons les mêmes par rapport à l'équipe de France face à un adversaire comme la Pologne. On est tous montés au plafond et avec les deux buts de Mbappé, mais c'est exactement la même histoire alors que c'est magnifique ce que fait Mbappé et c'est magnifique ce que fait Richarlison et puis le retour de Neymar. Moi je pense que hier le Brésil a envoyé quand même un message très puissant à ses adversaires. Neymar est de retour et Neymar dans le jeu, c'est pas le même Brésil. Non mais c'est clair, cette équipe du Brésil, elle démontre tout ce que le monde veut voir, tout ce que le monde attend. C'est-à-dire du football samba, des gestes techniques incomparables ailleurs, des buts, de la fête. Quand on voit ces joueurs qui ont fait cette danse, ils avaient prévu, ils ont préparé une dizaine de danses, aller chercher l'entraîneur pour le faire danser au milieu. Et qui danse, parce que c'est pas un marron non plus. Voilà, ce que je veux dire, c'est que le monde entier s'attend à voir ça. Et en plus, le Brésil, pour moi, c'est une des plus fortes équipes qu'ait connue l'histoire du Brésil en football, parce que avant, le Brésil, qu'il gagne ou qu'il perde 4-0 ou qu'il gagne 4-0, c'était tout pour l'attaque. Aujourd'hui, c'est une équipe qui s'est fermée derrière, qui s'est jouée à l'allemande. Alors ça nous a fait une deuxième mi-temps ennuyeuse. Mais c'est un Brésil qui est taillé pour gagner. Et vous parliez de Neymar, bien sûr, c'est le retour de Neymar. Et Neymar qui, avec son penalty de hier, il est à un but du record des buts marqués par Pelé en Coupe du Monde. Et Pelé regarde et on pense à lui depuis sa chambre d'hôpital à Sao Paulo. Effectivement. Moi, je trouve que je ne sais pas qui peut arrêter ce Brésil, à part peut-être l'équipe de France. L'Argentine avec un très grand Messi sur un coup, parce que l'Argentine est un peu en dessous. Mais qui peut arrêter ce Brésil cette année avec un mental? Je trouve que un mental, une détermination joyeuse à gagner cette Coupe du Monde. Richard Coudray, qu'est-ce qu'il y a de plus fort cette année, la samba ou le champagne?
Bonne question, mais j'avouerais qu'en 82, également, le Brésil qu'on avait en 82, on l'imaginait pas ne pas finir champion. C'est vrai. Voilà. Donc, et il y a eu l'accident industriel de Sarria contre l'Italie. Voilà, enfin un accident je trouve, l'Italie a très bien joué le coup, selon moi, et a bénéficié du retour au premier plan de Paolo Rossi au très bon moment. Non, mais je suis d'accord avec Françoise, qui peut les arrêter. Alors c'est une équipe assez similaire, je trouve, la France et le Brésil, parce que quand on regarde la liste des 26 Brésiliens, bon, c'est impressionnant, mais quand on regarde la liste des Français, c'est aussi impressionnant. Je veux dire, entre Liverpool, Manchester City, Juventus de Turin, Barcelone, Paris Saint-Germain, Chelsea, Manchester United, Flamengo. Est-ce que j'ai une question à vous poser? On dit que le banc de la France est faible. Le banc de la France. Je vous l'ai entendu dire. Alors tout à fait. Le banc de la France est bien plus faible que le banc brésilien. J'ai une question justement pour vous trois les spécialistes. Est-ce que, puisque vous avez dit qu'ils ont appris d'une certaine manière à jouer à l'européenne sur le caractère défensif, est-ce que la défense brésilienne n'est pas plus forte que la défense française? Alors c'est une défense qui est très forte parce que comme le Brésil a l'habitude d'avoir c'est eux qui ont inventé en fait le foot offensif pour les défenseurs, les latéraux qui montent et qui regardez Dani Alves qui rentre. Oui. Alors qui était très gentil, il le fait rentrer pour lui faire croquer un petit peu en retour de sa vie. Mais 39 ans, le type est latéral droit et il rentre en 5 minutes, il tire 2 fois au but. Il a 2 occasions de but, 39 ans. Voilà ce que c'est que les latéraux de la défense brésilienne. Et au milieu, on a Marquinhos et Thiago Silva qui cumulent des années de jeu ensemble, notamment au Paris Saint-Germain dans la sélection. Donc c'est une défense qui est très difficile et il faut déjà passer le milieu défensif. Philippe Bilger, vous devez nous laisser parce qu'on va faire une courte pause. Richard Coudray, restez avec nous et on va prendre la direction de Casablanca. On va avoir Hassan avec nous qui, à mon avis, est dans un pays en pleine liesse. Restez bien avec nous dans les vraies voix du mondial. Sud Radio, les vraies voix du mondial. La Fan Zone. Retour des vraies voix du mondial avec nous, Richard Coudray, co-auteur du livre Espagne 82, la Coupe d'un monde nouveau, publié chez Solar, journaliste pour Chronique Bleue, les cahiers du football, son blog Le Foutichiste. Richard Coudray, on va dans un endroit où ça doit être la grande fiesta ce soir, même si fiesta c'est un mot espagnol et que ça doit pas être la fête du côté de l'Espagne. Direction Casablanca. Bonsoir Hassan. Oui, bonsoir. Bravo, félicitations pour ce quart de finale. Écoutez, merci. À Casablanca, comme vous pouvez le deviner, c'est la Ligue populaire. Écoutez, comme vous avez si bien dit, la fiesta ce soir, c'est du côté marocain et non pas du côté espagnol. Écoutez, vraiment, je trouve même pas les paroles pour qualifier ce qui vient de se passer ce soir. Hein. Alors, vous étiez au Qatar, vous avez vu des matchs du Maroc là-bas? Oui, j'ai vu les 2 premiers matchs. J'ai vu le match contre la Croatie et le superbe match que le Maroc a livré à la Belgique, et qui s'est terminé par le score que vous connaissez du 2-0. Absolument. Et qui a ouvert grand les portes des 8e contre l'Espagne. Absolument. La victoire contre l'Espagne au tir au but qui vous ouvre les portes d'écart, et ce sera face au Portugal écoutez, face au Portugal ou à la Suisse. Hein. On est preneur de n'importe quelle équipe maintenant. Alors on va faire réagir notre spécialiste Richard Coudray et notre ami Frédéric Jouve, spécialiste aussi d'ailleurs. Richard Coudray, le Maroc en quart de finale, on l'aurait peut-être pas joué au Paris sportif avant la Coupe du Monde, non? Peut-être des Marocains l'auraient joué, mais oui, c'est vrai qu'on a toujours tendance à privilégier dans les pronostics, en tout cas les équipes européennes ou sud-américaines, et les équipes africaines et même asiatiques commencent à pousser, quoi. À chaque Coupe du Monde, on ressent quand même des progrès ça et là, quoi. Frédéric, c'est vrai que c'est un exploit du Maroc, hein, disons-le clairement. Alors comment vous envisagez la suite, Hassan? Parce qu'effectivement, il va falloir prendre le Portugal ou la Suisse. Et puis après, et les Portugais sont loin d'avoir gagné. Alors on a appris a priori que Cristiano Ronaldo sera remplaçant ce soir a priori. Ouais, il démarre pas le match. Comment vous envisagez la Suisse contre le Portugal ou la suite contre le Portugal ou la Suisse? La suite et la Suisse, ça rime un peu. Hein. Oui,
bah, écoutez, moi j'aimerais bien vous dire une chose. J'ai déjà discuté avec vous lors du premier match contre la Croatie, et je vous avais dit qu'une Coupe du Monde sans surprise n'est pas une Coupe du Monde. C'est vrai. C'est ça ce qui fait la joie, c'est ce qui fait la valeur d'une Coupe du Monde, ce sont ce genre de surprises. Et voilà, le Maroc aujourd'hui est en quart de finale, il ouvre la voie à l'Afrique. D'ailleurs, on était le premier pays en Afrique à nous qualifier à une Coupe du Monde en 70, premier pays à se qualifier en 8e en 86. Et puis maintenant, je pense qu'on est la troisième équipe parce qu'elle est en quart de finale, après le Cameroun et le Sénégal. Oui, et je crois que vous étiez en 86, vous aviez perdu de rien contre l'Allemagne. 1-0 sur un coup franc en toute fin de match. Absolument. De Lothar Matthäus, je m'en rappelle très très bien, comme si c'était hier. Oui, absolument. Et d'ailleurs, je dois vous dire qu'en tant que Français, j'aurais nettement préféré prendre le Maroc en demi-finale que la RFA, parce que c'était encore la RFA à l'époque. Ça nous aurait évité une deuxième défaite. Alors par contre, je vais corriger un propos qu'on a tenu. Marca, le journal espagnol, annonçait Cristiano Ronaldo remplaçant. L'équipe dit qu'il est titulaire. Ah, bon, alors, on va voir qui a la bonne info. Et il y a des tiraillements entre la France et l'Espagne. C'est Richard Coudray. Quand vous entendez l'enthousiasme de Hassan qui est à Casablanca, on a fait un débat vendredi soir dans les vraies voix du mondial. Est-ce que le foot a achevé sa mondialisation? C'est vrai que c'est la première fois qu'en huitième de finale, et là il touche à leur fin, il reste plus qu'un match à jouer, les 5 continents étaient représentés. Est-ce que ça prouve pas quelque part que le foot aujourd'hui c'est le sport le plus mondialisé qui existe? Oui, le plateau des huitièmes de finale le confirme. Oui, on joue au football partout, puis on joue très bien. Mais on peut, disons, dans l'histoire de la Coupe du Monde, tout a été en progression, quoi, constante. Justement, à partir de 1982, on avait ouvert le mondial à 24 équipes. Absolument. On était à 16 avant. À 16, oui, en 78. Puis, donc, quand on monte à 24 équipes, on invite donc 2 équipes africaines, 2 équipes asiatiques. Et donc, on s'ouvre un peu plus au monde. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est un peu le résultat de cette ouverture qu'on avait constatée en 82. Hassan, vous devez être optimiste parce que on va dire qu'a priori, il règne pas une ambiance très cordiale au sein du groupe portugais et que la Suisse, on respecte, hein, ils ont éliminé la France au dernier Euro, ça rappelle pas de bons souvenirs, mais c'est quand même un joueur jouable. Est-ce que vous, en tant que supporter marocain, vous vous dites pas ce soir un quart en attendant mieux? Bah, écoutez, supposons que c'est le Portugal qui passe ce soir. N'oublions pas que nous avions déjà disputé une rencontre de Coupe du Monde contre le Portugal, c'était en 86, et nous avions gagné 3-1, et on les a rencontrés de nouveau en Russie, et nous avions perdu 1-0, mais il y avait une erreur d'arbitrage malheureusement qui n'a pas été sifflée par le VAR. Mais aujourd'hui, nous avons une revanche à prendre si jamais c'est le Portugal qui passe. Maintenant, si c'est la Suisse qui passe, nous allons jouer sans aucun complexe, nous allons jouer crânement nos chances, et c'est une place en demi-finale qui est en jeu aujourd'hui. C'est ça qui est extraordinaire pour nous. Non seulement on va jouer le quart, mais on va jouer une place en demi-finale. Si jamais ça passe, bien entendu. Bien sûr. Richard Coudray, pour ce match, c'est l'actu chaude là, de ce soir. Suisse-Portugal, qui est votre favori? A priori le Portugal, mais oui, d'une courte tête, on va dire. Vous les avez trouvés comment, les Portugais, depuis le début de cette Coupe du Monde? Je les ai pas vus. Je ne me permettrai pas de donner un jugement puisque je n'ai vu que des résumés. Frédéric, moi je mettrais un petit billet, comme je mets un petit billet sur le Maroc hier, je mettrais un petit billet sur la Suisse quand même, parce que bon, bien sûr il y a du talent au Portugal et il y a de l'expérience, mais c'est effectivement c'est vieillot, c'est un peu empâté comme football, mais bon après ça n'est que mon opinion, et je souhaite voir surtout un beau match ce soir. Et surtout que les Portugais ont plus à perdre que les Suisses qui ont pas le palmarès du Portugal. Vous vouliez réagir, Hassan, depuis Casablanca? Oui, bah écoutez, moi j'ai regardé cette équipe portugaise jouer. Je vous livre mon sentiment, ce n'est pas une équipe transcendante. Voilà, alors que les Suisses ont amélioré leur jeu durant le premier tour, et je pense que les deux équipes se valent aujourd'hui sur le terrain, et on va voir que le meilleur gagne.
Mais est-ce que vous ne croyez pas que là, vraiment la force du Portugal, c'est ces 4 joueurs offensifs, enfin je passe en particulier à 4, Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Félix et Bernardo Silva, qui quand ils sont dans un bon jour sont quand même très très durs à battre. Absolument, absolument. Encore faut-il qu'il soit dans un bon jour. Qu'est-ce qu'on va voir. Qu'est-ce que vous en pensez, Richard Coudray? C'est quand même un beau quatuor, hein. Oui, c'est. Mais. Enfin, toute surprise est possible. Hein. On peut penser que les Suisses peuvent l'emporter également. Ça peut s'éterniser jusqu'au pénalty et on sait que les Suisses sont très forts au pénalty. Oui, on en sait quelque chose, malheureusement. Oui. On en sait quelque chose. Je pense voilà, que ça rappelle de mauvais souvenirs à Kylian Mbappé. Je dis ça, je dirais. Alors tiens, notre second débat, c'était le Brésil vous impressionne-t-il? Je vais vous donner le score à l'instant même où on se parle. Il nous reste un peu plus de 2 minutes. Je vais vous faire réagir tous les 3. Vous êtes 53% à dire non. Pour vous, Richard Coudray, est-ce que c'est le grand favori de ce mondial, le Brésil? J'ai peur de dire oui, puisque j'ai revécu 1982 pour les besoins de mon livre. Le Brésil était le favori du mondial 82 et n'a pas été au bout. Donc être favori, c'est une chose, oui. Mais l'important c'est de gagner. Bien sûr. Qu'est-ce que vous qui êtes franco-brésilien, Frédéric Jouve, je ne sais pas ce que vous allez dire. Non, moi je que pense vous voulez que une finale France-Brésil, oui. Non, je pense que cette équipe du Brésil actuelle ressemble beaucoup à l'équipe de France 98. Si on prend ligne par ligne, au Brésil, c'est extrêmement fort devant, c'est extrêmement fort au milieu, c'est extrêmement fort derrière, et le dernier gardien, c'est le deuxième meilleur gardien au monde avec Alisson Becker. Et il y a une équipe qui est monstrueuse aussi en face, qui est l'équipe de France. Donc moi, franchement, je ne vois pas la France perdre contre un pays européen. Je ne vois pas perdre la France contre l'Angleterre, ni contre le Portugal, ni contre le Maroc, ni contre la Suisse. Voilà. Et Brésil, pareil, je vois pas le Brésil perdre. Si on se dirige, si l'Argentine bat les Pays-Bas, d'abord c'est une affiche fabuleuse. Ça va être un énorme match. Mais si on se retrouve avec une demi-finale Brésil-Argentine, on va atteindre des sommets de virtuosité dans cette Coupe du Monde, et on peut se retrouver effectivement avec un France-Brésil en finale, ce qui serait juste selon moi. Et puis une demi-finale où on a Messi et Neymar face à face, ça fera rêver du côté du Parc des Princes. Votre avis, Hassan, le Brésil, il vous impressionne, vous, ou pas? C'est le grand favori? Ben oui, écoutez, le Brésil aujourd'hui est composé de joueurs talentueux. C'est une équipe qui est impressionnante sur le papier et également sur le terrain. Je ne vois aujourd'hui que l'équipe de France pour lui tenir la dragée haute. On est d'accord. Sincèrement. On est d'accord. Eh bien, écoutez, on va suivre ça de près et on va suivre évidemment le parcours du Maroc qui continue. Mais Richard a raison, hein, chaque match est une histoire et tout est possible. Mais très franchement, il y a 2 équipes qui sortent carrément du lot dans cette Coupe du Monde, c'est le Brésil et la France. Eh bien écoutez, on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Richard Coudray. Alors pour les fans de vintage, un excellent livre, Espagne 82, la Coupe d'un monde nouveau, publié chez Solar. Et 82, c'est tant de souvenirs. Les coups francs de Bernard Jean-Gini, la reprise de Trésor, le but de Giresse à Séville. C'est vraiment un livre magnifique à lire. Merci beaucoup Hassan de Casablanca. Faites bien la fête. Hein. C'est moi. Bravo. Et à très bientôt. À bientôt. Amusez-vous bien. Soir, ici aussi. Merci Frédéric Jour. On vous retrouve demain. Absolument. Et tout de suite, les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Laverny et nos invités.